Salut les amis. Alors dans un contexte martial à travers lequel nous évoluons depuis des années, vous et moi, l'habit fait-il le moine? De prime abord, je serais tenté de vous dire, bah non, ce sont les compétences qui priment et pourtant il s'avère que, bah si, l'habit fait bel et bien le moine, c'est en tout cas ce que révèle une étude américaine très sérieuse menée conjointement par l'université Columbia de New York et l'université de Los Angeles. On voit ça ensemble, c'est terriblement intéressant. C'est parti. Cognitive Consequences of Formal Clothing, c'est le nom de l'étude américaine dont je vous parlais dans cette petite introduction. Et évidemment, ce n'est pas la seule, il y a énormément d'études qui ont été menées à travers le monde et si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je prépare une série de tutos très spécifiques qui vont avoir lieu, enfin qui vont démarrer, on va dire, pour la célébration des 4 ans des tutos du CNC, en tout cas l'entrée dans la 4e année, on aura 3 ans révolus d'ici quelques semaines et vous allez avoir une nouvelle typologie de vidéo qui va débarquer avec quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu varié sur le thème justement de l'habillement. Eh bien, avant d'atteindre ces vidéos, je me suis dit, on va faire une petite série de vidéos sur justement des choses préparatoires, vous amener progressivement à plonger spirituellement, on va dire, dans ces nouveaux tutos. Et pour cela, comme d'habitude, j'ai fait quelques recherches parce qu'il est hors de question, vous connaissez la philosophie de la chaîne, de vous délivrer bêtement ce que je pense sans savoir si c'est vrai, si c'est faux. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis, je suis là pour vous rapporter des faits en essayant de respecter un petit peu les valeurs que l'on m'a appris à l'époque où j'étais reporter, c'est-à-dire chercher des faits, chercher la vérité. On n'est pas là pour orienter le propos, on est là pour le délivrer. Eh bien, c'est ce que je fais aujourd'hui avec notamment cette étude américaine, mais aussi donc beaucoup d'autres études très similaires, que ce soit dans le monde de la psychologie, dans le monde de la sociologie et dans le monde des forces de l'ordre et des arts martiaux. Donc, évidemment, porter un uniforme change beaucoup de choses. De prime abord, sans même rentrer trop dans le détail, porter un uniforme lorsqu'il s'agit d'être un citoyen lambda, on arrive au bureau et il s'avère que l'on va mettre une tenue par exemple de gendarme ou de militaire, mentalement, on va rentrer dans la fonction qui est représentée par cet uniforme. C'est à la fois une fonction qui peut être citoyenne, mais c'est aussi surtout une fonction qui s'inscrit dans une pyramide hiérarchique purement administrative et sociétale, à savoir on a un poste à occuper et une fonction à respecter. Évidemment, si vous êtes conducteur, vous vous faites arrêter par quelqu'un en short sur le bord de la route, vous allez vous dire peut-être quelqu'un qui est tombé en panne ou qui veut un service. Si vous vous faites arrêter par la police ou par la gendarmerie ou par les militaires, vous allez vous poser des questions et vous remettre en question, vous dire oula, j'ai peut-être fait une bêtise, peut-être que cette personne, de par le fait de son uniforme, a un jugement, a quelque chose à me reprocher ou quelque chose à me dire, et moi surtout, je ne vais pas me comporter de la même façon entre une personne qui me bloque la route si c'est quelqu'un de lambda et si c'est justement une voiture de police qui a peut-être quelque chose à me dire. Donc forcément déjà l'uniforme, de par sa posture administrative et sociale, va provoquer en moi déjà un ajustement comportemental au même titre qu'une personne hiérarchique dans une compagnie. Voilà, votre supérieur, s'il est dépendant de votre poste et de votre salaire, vous n'allez peut-être pas vous adresser à lui de la même façon qu'un subalterne. En tout cas, j'espère que vous respecterez toujours tout le monde, mais en tout cas, hiérarchiquement parlant, il y a une structure de respect, il y a un langage à avoir, comme des collégiens entre eux qui parlent, et tout d'un coup, on ne s'adresse pas de la même façon au professeur parce qu'il a une posture. Voilà, pour le coup, l'uniforme est là pour représenter cette posture. Ce qui est intéressant, c'est que justement, au Japon, il y a énormément d'uniformes. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous le savez, en tout cas, voyager un petit peu de ville en ville, parcourir les rues, vous vous rendez compte qu'en fait, quasiment chaque entreprise, chaque boutique, chaque personne, chaque fonction, qu'on soit étudiant, qu'on soit employé, qu'on travaille dans les rues, qu'on soit... à chaque fois, il y a une tenue qui va représenter d'une certaine façon qui on est et ce que l'on fait et notre rapport social, administratif et éventuellement salarié. Donc, automatiquement, ce que nous, on porte au Japon, ça s'appelle un uniforme. Et d'ailleurs, les sites japonais qui vendent des karatégi, des keikogi, appellent ça, bête et méchant, uniforme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, on rentre aussi dans cette espèce de nature de porter quelque chose pour représenter quelque chose. D'ailleurs, c'est relativement récent, c'est le passage du karaté, du toté
au mainland, à la partie centrale Japon, lorsque Maître Funakoshi est arrivé à Tokyo, ben, étrangement, petit à petit, les uniformes sont arrivés, et même Jigoro Kano a fait aussi cette réforme-là en son temps sur le judogi. On a instauré des choses très précises qui correspondent justement à des critères sociaux et justement administratifs et presque historiques au Japon. Donc on rentre dans un certain moule, et justement dans les arts martiaux, ce moule il est très important, et c'est ce que va révéler cette étude. Cette étude-là, si on s'en réfère encore à, par exemple, aux forces de l'ordre, à la police, à ce que peut représenter un uniforme, on a vu que l'uniforme, justement, ça va influencer notre posture, ça va renforcer notre position, parce que bah voilà, j'arrive, je suis dans un dojo, je suis dans les vestiaires, je suis en train d'être ma tenue pour un stage avec des personnes qui ne me connaissent pas, peut-être pas encore, et puis c'est au moment où je vais sortir une ceinture blanc-rouge ou quelque chose, tout d'un coup, ça y est, je suis identifié, j'ai une posture, et puis on va peut-être pas se comporter avec moi de la même façon que si j'avais sorti une ceinture orange. Donc déjà, j'ai une certaine posture qui va renforcer une forme de dominance, de domination sur les personnes de mon entourage. Et cette étude va nous révéler, enfin ces études-là, nous révèlent que psychologiquement, c'est très important pour nous se sentir rassurés dans nos fonctions, d'avoir justement cette représentativité de qui on est et de ce que l'on représente. Sur un dojo, par exemple sur les tatamis, on représente le sensei, on va représenter la référence. On est référent de notre discipline et à ce moment-là, on va être instructeur, professeur. Donc c'est très important de mettre un cadre très précis à travers la tenue que l'on va porter, à travers justement l'élégance que l'on va pouvoir, ou l'aura que l'on va pouvoir, on va dire, envoyer aux autres. Et justement, à partir du moment où mes semblables humains ont compris ma posture, instantanément, ils vont se mettre dans un mode de réceptivité de qui je suis et ils vont adopter ce comportement. Donc on le voit beaucoup dans certaines typologies martiales, justement les arts bushi, où le sensei est presque sacralisé. Dans même certaines disciplines, même quand on nous dit d'attaquer le sensei, on ne doit pas toucher le sensei, et on en voit beaucoup qui finissent par dériver lorsqu'ils s'approchent trop près pour ne surtout pas être au contact. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé justement de l'erreur, ou la variante, on a vu que ça peut aller très très loin dans l'idée de ne surtout pas blesser, vexer, contredire le sensei. Donc, dans notre posture, plus on va voir des personnes qui vont rentrer dans leur rôle, plus nous, ça va nous conforter dans le nôtre. Donc, ici, c'est comme si au début, on était des humains normaux, on a une influence similaire l'un sur l'autre, on est à 50-50 au niveau des pourcentages, on va dire, d'échange. Et puis, moi, je mets mon uniforme, ça me conforte un petit peu, moi je passe à 60, et puis lui, il va peut-être passer à 40. Parce que ça y est, il a en face de lui le sensei, et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont déjà parmi vous gradés, peut-être même instructeurs, lorsque vous prenez un élève pour pouvoir démontrer quelque chose, ça arrive que l'élève, s'il est débutant, ne soit pas très rassuré, parce qu'il a en face de lui l'instructeur, il a en face de lui le gradé, donc il a peut-être peur d'attaquer franchement ou de se faire attaquer franchement. Donc c'est une posture, c'est uniquement un conditionnement, c'est un dogme qu'on va essayer d'étudier. Donc plus moi je vais me sentir dans ma posture, plus ce pourcentage va augmenter, c'est ce qu'on appelle le rayonnement ou le rebond, c'est-à-dire que je mets mon uniforme, tout de suite, instantanément, les personnes vont se calquer sur cet uniforme, ils vont rentrer dans une forme de domination de ma personnalité ou de mon aura ou de ma structure, et à partir de là, ils vont adouber quelque part ma posture, et donc ma posture va prendre un peu plus de place parce que je vais avoir une certaine forme de confiance, peut-être une certaine forme de prétention qui est liée à mon uniforme. Et plus, au lieu d'être à 60%, peut-être à 65-70%, plus cette aura va grandir, plus la leur va être un peu compressée et ils vont peut-être passer au lieu de 40 à 30, et c'est comme ça qu'on crée parfois des dogmes martiaux très sectaires, parce qu'on va avoir cette espèce d'aura intouchable qui peut être très dangereuse, parce qu'à ce moment-là, on va toujours penser que c'est le sensei qui a toujours raison, on va le conforter dans le fait qu'il a toujours raison, il n'y aura plus véritablement de questionnement, plus de remise en question, et on le sait que sur le long terme, c'est très mauvais pour ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est pour la base, bien évidemment, de la compréhension de la typologie de l'uniforme. Je mets quelque chose et forcément, je rentre dans le moule. Moi, parfois, j'en ai besoin aussi. Je me dis, je vais quelque part, si je dois pratiquer, même ici, dans mon dojo, je ne vais pas me sentir tout à fait pareil si je travaille en short, il fait très chaud, torse nu, et si je mets ma tenue. Parce que tout d'un coup, je rentre
dans le rôle, je rentre dans ma mission. Au niveau du dojo, bien sûr, vous allez me dire, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est que moi, je peux avoir un kimono parfois un peu classique, et puis me dire, en fait, ça n'empêche pas que je me sens très bien et j'ai pas besoin d'avoir un beau kimono, un mauvais, un truc cher, un truc pas cher, pour me sentir compétent. Eh bien, encore une fois, cette étude révèle qu'il y a énormément de petites variations extrêmement psychologiques qui révèlent beaucoup de votre personnalité par rapport à cela. D'un point de vue très personnel, alors c'est extrêmement subjectif ce que je vous dis. Moi, je rentre dans un dojo, si je suis l'instructeur, j'ai une posture de référent. Donc j'essaye toujours d'être extrêmement présentable. Donc kimono bien lavé, bien repassé, j'essaye d'avoir une tenue qui n'est pas forcément une tenue occidentale ou bas de gamme, j'essaie d'avoir une tenue japonaise, une tenue qui est propre dans sa structure, qui est bien taillée, qui me va bien, avec une belle ceinture, qui est un truc qui est pas miteux, tout simplement parce que je me dois de représenter ma discipline. On vient pour faire du karaté traditionnel japonais, j'essaie d'avoir une tenue traditionnelle japonaise de référent. C'est un petit peu comme si je me disais, tiens, j'ai bien envie d'une très belle BMW, je vais chez BMW, et si je vois le mec avec marqué Peugeot et une casquette Citroën, je vais peut-être, est-ce que c'est vraiment le mieux placé pour me parler de cette référence-là qui me concerne, parce que visuellement, en tout cas, il n'en a pas l'apparence. Ça va en tout cas me questionner et je risque peut-être de moins le prendre au sérieux. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui représente fièrement sa marque et justement qui en est fier. Et ce respect, pour moi, on va dire de la tenue, de la belle tenue, ça va avec, pour moi, beaucoup d'histoire et de philosophie traditionnelle japonaise. Vous savez, au Japon, on essaie de faire les choses bien. On essaie de prendre le temps pour justement faire les choses le mieux possible, avoir la tenue la plus, on va dire, préparée possible, la plus présentable, parce qu'on va représenter aussi cette forme de fierté de faire ce que l'on fait, le travail bien fait. On le voit pour ceux, encore une fois, qui ont été au Japon, vous avez qu'à regarder les personnes qui nettoient dans les métros, dans les sanitaires, carrément dans les trains. Vous allez voir qu'ils sont tirés à quatre épingles et qu'ils ont vraiment cette forme de respect de ce qu'ils font. Ça se traduit bien sûr par le salut, mais ça se traduit aussi par beaucoup de petits détails. Donc pour moi, ça fait partie un petit peu du cérémonial, tout simplement. On ne peut pas véritablement s'affranchir de cela. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que la personne va être compétente ou pas, mais en tout cas, ça peut montrer qu'elle est instruite. Vous allez me dire, on peut aussi le faire avec une tenue qui est, on s'en fout en fait. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut savoir où placer le curseur. À partir du moment où je dis, au lieu d'avoir un Shureido ou un Tokaido, je vais prendre un Venom ou un Adidas, et puis et ça me va à peu près bien. Bon, j'ai déjà rogné un petit peu sur ma présentation, et puis après, quitte à rogner, pourquoi repasser ma tenue? Pourquoi la laver? Quelle sera la différence entre une personne qui ne fait pas attention à ce qu'elle porte et quelqu'un qui ne fait vraiment pas attention à ce qu'elle porte? Moi, je pense qu'il y a un certain respect à avoir envers ses élèves, bien évidemment, l'élève envers les instructeurs, envers les autres élèves, donc essayez au moins d'être relativement présentable. Bien sûr, tout cela en fonction de son budget, en fonction de beaucoup de choses. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on pratique une discipline sportive ou martiale, même si on doit mettre 150 € dans une tenue qui va nous tenir 5 ou 10 ans, compte tenu du nombre de séances et du nombre d'années, ce n'est pas forcément un énorme sacrifice, puisque vous n'avez qu'à faire du sport quelconque, quel qu'il soit, vous allez voir que vous aurez forcément des frais à côté, des frais annexes pour vous équiper. Donc, c'est un équipement qui, pour moi, est quand même relativement valable. Mais il y a autre chose à travers cet équipement, c'est-à-dire que moi, quand je vais porter cet équipement, je vais avoir une sensation purement physique et qui va varier d'une tenue à l'autre. C'est-à-dire que si je veux faire un kata, avoir une tenue suffisamment lourde, par exemple un yakudo de chez Tokaido qui est très lourd, ou même un Shureido, il y en a certains, un New Wave 3, voyons que je me sens vachement bien dedans. Ça me fait une belle coupe, ça fait une belle représentation de mes postures, de mes mouvements. Moi, dis donc, avec certains Tokaido, d'ailleurs ils le mettent sur le site, c'est un argument de vente, c'est des kimonos qui claquent, ça claque, je me sens bien. Il y en a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas pratiquer en t-shirt. Parce que dans un t-shirt, ils ne sentent pas l'impact des mouvements, ils ont l'impression de travailler vraiment dans le vide. Alors qu'avec une tenue un peu lourde qui claque, ils se sentent tout de suite bien plus valorisés. C'est évidemment tout cela le rapport à l'image. Et souvent, comme je vous disais, qu'on peut
retrouver un petit peu la personnalité de la personne qui porte une tenue, une personne qui vient avec justement une tenue un peu médiocre, qui ne cherche pas à se montrer, justement c'est à creuser. Parce qu'une personne qui ne veut vraiment pas faire d'efforts, il faut voir, est-ce qu'elle n'assume pas le poste ou la ceinture ou le rôle qu'elle occupe? Est-ce que c'est une façon pour elle de prendre du recul, c'est-à-dire de contrer le syndrome de l'imposteur en lui disant tu vas avoir cette posture-là, tu dois représenter, mais elle ne se sent pas véritablement en mesure de le faire ou en compétence. Donc, elle va se dire que c'est pas grave, moi, mon but, c'est pas d'être à ce niveau-là, tout simplement parce qu'elle n'est pas à ce niveau-là et que c'est l'image pourtant qu'elle est censée porter, mais ce n'est pas fondamentalement le travail qu'elle a fourni. Donc, il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles, justement, des personnes portent telle ou telle tenue. Moi, je vois les différences au dojo. De jeunes, même des ados, qui commencent à évoluer vers la ceinture noire, et on voit vraiment la différence entre le kimono Décathlon qu'ils ont acheté à 15 € et soudainement, ça fait quelques années que tu pratiques, tu commences à plonger dedans, tu es passionné, on sent que tu vas te diriger vers la ceinture noire et que tu vas continuer, c'est le moment de changer de tenue. Et là, on a une vraie belle tenue japonaise qui arrive, et à la fois visuellement, ces postures vont changer, parce que pour une fois, il va avoir une tenue qui est plutôt bien taillée, qui est plutôt plus lourde, on va dire, mais aussi sa philosophie, sa psychologie va changer. D'une part parce qu'il se sent mieux, ça claque un petit peu plus, ça le met plus en valeur. Également, vous n'avez qu'à voir, si vous avez une tenue de kumité, essayez de faire un kata en tenue de kumité, vous allez dire, ouais, alors c'est très bien, normalement on n'est pas censé s'occuper de la tenue qu'on porte. On est censé pouvoir faire son kata, mais au fond de nous, il y en a beaucoup, on se sent quand même un petit peu mieux quand on a la tenue adaptée à ce qu'on va faire. C'est un petit peu comme si je vous avais dit, on va mettre un kama et puis on va faire un jogging. Vous allez dire, ouais, mais c'est long, c'est lourd, c'est pas vraiment adapté. Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais le mieux, c'est d'adapter évidemment un petit peu le style de ce qu'on fait. En tout cas, psychologiquement, ça ôte quelques verrous et on se sent un petit peu mieux. Et il y a encore un chemin supplémentaire, une surcouche dans cette étude et qui est hyper intéressante, c'est justement la valeur subjective et intrinsèque que l'on va donner aux objets. Entre un kimono que l'on sait bas de gamme, qui coûte 15, 20, 30 €, et une tenue que l'on va faire importer, qui va être faite au Japon, qui va coûter plusieurs centaines d'euros, on va apporter quelque chose que l'on va estimer de noble. Et donc on va mieux la considérer. Et en l'apportant, on va aussi participer à cet effort d'être à la hauteur de la tenue que l'on porte. Ça a plein de niveaux différents et c'est un rebond direct, notamment avec toutes les personnes qui aiment purement l'histoire et les traditions japonaises comme moi et qui, peut-être comme moi, se sont fait importer des katanas. Eh oui, et ça, le katana, pour moi, je m'en suis rendu compte, j'ai fini par prendre du recul, j'ai pris une certaine distance parce que je suis passionné, comme vous le savez, de l'artisanat japonais. Les armes derrière, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont faites dans les ateliers Aramaki, par exemple, ou Hironuchi, parce que je sais que ça va être manufacturé à la main, que c'est fait, que c'est poli, et qu'il y a une certaine valeur du travail accompli. Mais au fond, il n'y a que moi qui le sais. C'est-à-dire que physiquement, moléculairement parlant, l'arme, c'est la même, qu'on me fasse venir, et je l'ai ressenti justement aussi lors des reportages que je faisais à Tokyo, où j'ai été voir des antiquaires qui m'ont fait tenir des lames, des katanas, qui valaient plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'elles ont une histoire. Je me suis dit, mais incroyable, sur l'instant T, je me dis, je ne peux pas m'en passer. Parce que... il faut à tout prix que je trouve un moyen d'acquérir des lames comme ça, parce qu'elles ont une valeur, elles ont une histoire, je les ai sacrées, parce qu'on m'a dit, elle vient de là. Mais en fait, c'est un vendeur qui m'a dit ça. Ça se trouve, c'est un truc fabriqué en usine, et puis le vendeur, il va vous citer, il va tirer un truc de Wikipédia qui n'est pas du tout associé à la lame, et vous allez imaginer que ça va être quelque chose d'incroyable. Un petit peu comme... Voilà, si je vous disais, je vais décider de revendre une ou deux de mes armes, puis j'en faisais un commerce parallèle, j'achète des trucs sur les Budo Fight, les Budo Store, et puis je vous dis que ça vient du Japon, que c'est fait chez Hironuchi, et puis je les vends 200 balles. Donc vous diriez, wow, c'est un objet qui a une valeur historique, mais il n'y a que vous qui attribuez cette valeur subjective à l'objet. C'est souvent le problème des passionnés, c'est qu'on achète des choses pour leur valeur historique, et pas forcément pour leur utilité pragmatique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, oui, mais bon,
Quand tu as un beau katana, tu te rends compte qu'il était fait par un mec qui a passé peut-être des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à le polir, assis. Moi, vous me souvenez d'un tuto que j'avais fait sur la Tsuba, que j'ai acheté et qui a plusieurs centaines d'années, où j'ai eu un petit peu de mal à la rentrer justement dans la partie Tsuka du katana. Mais bon, ceci est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que je voulais quelque chose d'archi historique. Personne d'autre que moi le sait. Moi, j'ai l'impression, lorsque je vois l'arme, qu'elle a une aura, qu'elle a une histoire, qu'elle a le poids de l'histoire martiale. Donc, je la manipule avec une certaine attention, un certain respect. Pour moi, ça lui attribue une certaine noblesse. Mais, encore une fois, on va dire, oui, mais c'est bien que tu fasses ça, il y a peut-être une noblesse parce que la lame, elle est faite pour faire de la coupe ou ci ou ça, c'est une lame ultra haut de gamme. Techniquement, je ne la pratiquerai jamais comme une lame haut de gamme. Je vais la pratiquer exactement de la même façon que l'ancien Yaito que j'avais, qui a coûté quelques centaines d'euros. Donc, au final, je ne suis pas certain que les pratiquants qui, effectivement, mettent des centaines d'euros dans leur tenue, pratiquent, on va dire, proportionnellement mieux que s'ils avaient une tenue à 50 euros. Donc c'est pareil pour une arme. Je ne suis pas sûr qu'avoir une arme qui vaut, je sais pas, 2000, 3000, 10 000 euros me fasse mieux pratiquer avec cette arme-là que si j'avais une arme qui en coûtait 200. Mais spirituellement, j'ai besoin de nourrir ma discipline martiale et mon histoire, donc je leur attribue une certaine noblesse. Et ça fait partie de l'uniforme, ça fait partie de ce jeu de va-et-vient et de rebond, de ce que je pense voir devant moi, ce que je pense pouvoir saisir, pouvoir participer. Pour moi, c'est une petite part de l'histoire que je m'approprie. Eh bien, lorsque l'on est en face d'un maître, c'est un petit peu ça. On va participer à ce folklore au sens noble du terme, on va dire des traditions et de tout le cérémonial japonais, parce qu'il représente quelque chose, il représente quelqu'un, il a une stature, on va dire, et à partir du moment où il va utiliser cette stature pour faire son cours, moi je vais m'y conformer, ce qui va le rassurer dans sa stature. Donc finalement, dans le monde des arts martiaux, oui, l'habit fait clairement le moine, et ça y participe et ça y contribue énormément. Bien sûr, ne tient qu'à nous et à vous de faire la part des choses. Cela dit, on commence à voir petit à petit une dérive. C'est-à-dire que prochainement, comme je vous disais, je vais vous proposer une série de vidéos. Et cette série de vidéos va être sur une thématique concentrée autour des tenues. Je vais vous présenter de nombreuses, on va dire, tenues et de nombreuses façons de pouvoir vous équiper pour bien choisir, bien, on va dire, entre guillemets, dépenser votre argent là où il doit être dépensé si vous voulez vous équiper. Ne pas acheter une tenue et regretter en fonction de vos objectifs. Donc, il va bien falloir choisir sa tenue, d'une certaine façon. C'est vrai que même une tenue kata, il en existe énormément, une tenue combat, il en existe énormément. En fonction de vos objectifs, de votre pratique, vous vous sentirez mieux dans certaines tenues que d'autres. Donc il va quand même falloir bien étudier et bien choisir là où on va mettre ces quelques centaines d'euros. Parce qu'on va quand même, sur du haut de gamme, dépasser la barre des 300, voire des 400 euros. Il y a plus d'un an de cela, je vous avais fait une petite vidéo où certaines tenues pouvaient même dépasser les 700 euros. Donc, c'est quand même pas à prendre à la légère. Maintenant, à partir de là, certains équipementiers commencent à franchir une forme de limite. Et là, pour le coup, votre avis va être assez intéressant là-dessus. Je ne sais pas trop où me situer par rapport à ça. Alors, évidemment, mon cœur de pratiquant met un veto direct, mais mon cœur d'historien, en tout cas ma partie rationnelle, me dit peut-être que c'est le futur, peut-être que c'est une évolution normale du monde des arts martiaux. Les tenues martiales, donc ce que nous on va appeler vulgairement les kimonos, commencent, et ce même au Japon, à se voir brodées. Là, c'est une photo qui vient d'un dojo japonais et on voit une pratiquante qui a donc un keikogi. Là, pour le coup, c'est vraiment artistique, c'est-à-dire qu'on va symboliser, un petit peu comme ce qu'on avait, nous, avant, la grue du Wado, le symbole du soleil levant, on a les kanji. Là, on va pousser ça à l'extrême et ça va complètement envahir la tenue. Donc, évidemment, de prime abord, on se dit, oh là là, ça y est, il y a une dérive. On va en faire quelque chose, un outil de mode commercial. On va en faire une tenue à avoir pour identifier les pratiquants, et ce n'est pas fondamentalement ce qu'est notre discipline. Mais si on remonte dans le passé, on est quand même passé du jinbei ou des tenues similaires
sur les pratiques des plages d'Okinawa, et même bien à l'époque, hein, sur les premières photos de maître Funakoshi, lorsque même à Shuri ou même dans les écoles, hein, il enseignait, il y a certaines photos où on les voit, ils sont tous en short, hein, de toute façon. Donc il n'y avait pas de tenue officielle. Et on est déjà passé à l'époque de ne pas véritablement porter de tenue à avoir une tenue formelle, un uniforme officiel. Donc il y avait déjà eu une sorte d'énorme réforme il y a une bonne centaine d'années. Eh bien, peut-être que l'avenir de nos disciplines, rationnellement parlant, c'est peut-être des tenues qui vont aller vers l'identification de plus en plus précise et de plus en plus poussée. On le voit déjà à travers nos différentes disciplines. Il y a des tenues, hein, on fait du kobudo, on met une tenue en noir, on fait du goshinjutsu, on fait du yosekan, bah tiens on va mettre un truc bleu, et puis tiens on va mettre une ceinture jaune pour faire du vovinam, et puis et en fait, au final, on se retrouve avec plein de tenues de plein de couleurs différentes. D'ailleurs, c'est même assez intéressant. Moi, mon rôle de formateur, quand j'ai des nouveaux candidats, j'aime bien leur demander, tiens, pourquoi est-ce que ta ceinture est de telle couleur, pourquoi est-ce que ta tenue est de telle couleur, voir s'ils connaissent un petit peu ce rapport-là. Mais on se rend compte, justement, encore plus dans la formation, puisqu'on a toutes les disciplines qui se regroupent, à quel point il y a une diversité de tenues martiales. C'est complètement fou. Et bien justement, c'est très intéressant de se poser la question, où cela va mener dans 30, 40, 50 ans. Est-ce qu'on va avoir des écoles qui vont avoir véritablement, un peu comme en Bulkempo, vous voyez, le Kempo bulgare, des tenues qui sont hyper identifiées, ou comme on l'a vu avec le Jang Sanati, les tenues vertes et bleues, qui sont ultra identifiées, et qui vont complètement s'éloigner des tenues plus sobres, finalement. Mais on se rend compte que même d'ailleurs en karaté de compétition, où on veut justement des tenues, alors sans marquage ici, sans marquage là, parce qu'il faut une certaine sobriété. Maintenant, ils ont Première Ligue partout sur les manches, les sponsors, les logos. Ouais, ça commence à... Vous voyez, la dérive, elle s'est déjà opérée il y a quelques années, et j'ai l'impression qu'elle va s'accélérer. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que vous seriez prêt à mettre un aigle, peut-être pas un aigle, c'est pas très japonais, mais en tout cas, je sais pas moi, une grue ou un tigre sur votre tenue. Peut-être que vous avez déjà quelque chose. Vous êtes nombreux à avoir des tatouages comme ça en dessous, mais avoir une certaine sobriété au-dessus, ça aussi d'ailleurs, ça fait partie de cette approche de l'habit. Est-ce que l'habit fait le moine? Vous avez, comme moi, hein, des tatouages, mais par-dessus, on les recouvre d'une certaine sobriété. Ça crée un questionnement assez intéressant, et je finirai par vous faire remarquer, mais ça vous avez déjà dû l'identifier dès le début et probablement dès la vignette en vous posant la question, pourquoi est-ce qu'il a un Keikogi, un karaté-gi de la JKA? Seuls ceux qui me connaissent savent la réponse, connaissent mon attachement à cette association, mais donc les autres, je pense qu'ils ont dû se poser la question, et ça rentre toujours dans ce dogme philosophique de l'habit fait-il le moine? Est-ce que Cyril nous prend pour des guignols avec une tenue qui ne lui appartient pas, ou est-ce que, non, il y a son nom ici, c'est plutôt étrange. Donc ça crée toujours des questionnements, et ça crée toujours un rapport à la crédibilité d'un intervenant, d'un pratiquant, d'un élève, d'un maître. Et ça, dans notre monde des arts martiaux, et n'oubliez pas tous les tutos qu'on a fait là-dessus, ça joue sur l'ego, ça joue sur de nombreux paramètres du syndrome de l'imposteur, et c'est primordial justement de s'y atteler. Voilà, aujourd'hui c'était tout pour ce petit tuto sur justement l'habit fait-il le moine. Je pense que on n'a peut-être pas forcément de réponse ultra concrète, parce qu'au final ça reste très subjectif, mais quand même, avec un certain recul, ces diverses études, notamment celles américaines, sur justement le rapport psychologique et cognitif au fait de porter un uniforme qui représente justement une posture formelle, n'est pas si bête que ça, et ça force véritablement le respect de pouvoir se dire qu'on avait peut-être mal jugé certaines choses et qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux. Mais je fais une dernière parenthèse avant de vous laisser, c'est comme, je vous l'avais déjà dit, le décorum, comme voir un maître japonais qui pratique dans un très beau dojo et lui accorder du crédit parce qu'il est dans un décor qui est absolument somptueux. C'est comme ces tutos, si je les avais fait dans un garage, j'aurais peut-être pas eu grand monde qui se serait arrêté devant, mais comme je suis dans un beau dojo, en tout cas un dojo qui fait japonais, automatiquement ça ajoute du crédit à mon propos. En tout cas, on a l'impression que je sais de quoi je parle, et si ça se trouve, c'est un fond vert et je suis à poil dans mon jardin. Donc, faites bien attention toujours à cette approche. Et lorsque vous êtes, pour ceux qui ont été au Japon, dans un dojo japonais, moi qui étais justement à l'Aiki Hombu Dojo, au dojo des maîtres Ueshiba, quand on y arrive, il y a une forme d'aura sacrée, et on n'a pas du tout la même attitude que si on rentre dans le dojo communal du coin. Donc tout ça, ça joue
aussi au même titre que l'uniforme. Donc pour moi, quand on parle de l'habit, c'est l'habit au sens large. C'est l'habit, c'est les armes, c'est le dojo, c'est beaucoup de petites choses, de petits détails qui montrent l'appartenance. Si vous avez un maître qui a physiquement l'allure d'un maître japonais, ça change beaucoup de choses aussi dans votre approche et dans votre philosophie. Voilà, allez, c'est tout ce que je peux vous dire cette semaine. Portez-vous bien et la semaine prochaine, on va voir à quel point Tokaido est en train de passer, on va dire, le turbo afin d'écraser la concurrence. Et la concurrence, de vous à moi, ça reste sur les ido. En tout cas, pour tout le marché occidental, on va faire une petite étude de marché de l'équipement. Ça va être assez amusant. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.